Good. Bon, ben merci. Merci, ben, je suis content d'être là. Merci d'être venu. Julien Laporte de Logiciel Blueby. Donc, je vais présenter aujourd'hui avec mon collègue Sofiane qui est sur la présentation. Donc, je vais faire la première partie, puis Sofiane, la deuxième. Dans le fond, ce qu'on voulait, le plan de match là, pour notre présentation, c'était ben, d'abord de présenter un peu notre entreprise, un peu pour le contexte, là, qui on est, Blueby, qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, de peut-être faire une mini démo de notre ARP. Parce que, bon, nous, on est développeur de notre solution ARP Blueby. Et donc, on a fait le passage on est sur Progress, dans le fond, là, sur la base de Progress. Et on a fait le passage de version plus simple, disons, à une version web. On a passé au travers, là, au travers des années, on a ce chemin-là, là, puis on a appris en cours de route. Puis on voulait montrer un peu où est-ce qu'on en était rendu là-dedans. Euh, Puis de montrer un peu on utilise Kendo UI, entre autres, une petite progrès de Telerik là, pour notre front-end. Donc, il y a des aspects visuels qui sont intéressants, ou des façons d'utiliser qui ajoutent vraiment de la valeur ajoutée, là, dans le fond, à l'application, des choses que tu ne peux pas faire avant avec du caractère que tu peux faire aujourd'hui. Donc, c'était l'idée de montrer rapidement, pas faire une démo de nos fonctionnalités, comment se passe une commande dans Bluebeam, là, mais l'idée de dire, c'est plus de montrer euh, des snapshots ou des utilisations un peu plus modernes des outils qui sont disponibles quand tu fais une transformation numérique. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui l'ont nécessairement fait ou qui l'ont mené jusqu'à terme, leur transformation numérique. Il y a beaucoup qui ont des applications progressent encore parmi nous, puis même parmi nos clients, qui ont pas passé au web ou qui n'ont pas passé complètement à tout ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc, voilà. Et ensuite, le cœur de la présentation, c'était ben, avec Sofiane pour expliquer un peu, encore là, un survol, là. On n'a pas le temps de tout présenter, mais de l'infrastructure de Bluebeam, puis de l'utilisation, de l'intégration des outils Progress. Toutes choses là-dedans dans notre stack. Donc voilà. Et avec une période de questions. Donc là, on a peut-être un petit peu plus qu'une heure, mais on va essayer de quand même garder ça dans les temps, pas s'étendre trop non plus. Donc, puis évidemment, si vous avez des questions, ça peut être à la fin, mais ça peut être en cours de route aussi. Il ne faut pas hésiter. Donc voilà. Euh, donc, Bluebeam, en fait, Bluebeam, on a été fondé en 96. Puis, on est ben, principalement par mon père, Sylvain Laporte, il y en a peut-être qui connaissent, puis même par Jean-Marc, qui est avec nous, Jean-Marc Blanchette. Qu'est-ce qu'on fait principalement chez Bluebeam, c'est qu'on développe et on intègre notre solution ARP, Bluebeam. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi des spécialistes web, mais des spécialistes Progress aussi, puis ARP. Donc, on accompagne les entreprises. Dans le fond, il y a certains de nos clients qui n'ont pas Bluebeam, qui ont des logiciels comme Varnet, des logiciels comme MXP ou d'autres logiciels ERP, mais toujours en progress. Puis on les accompagne, on fait le support, on fait support applicatif. Bref, on les aide un peu dans tout ça, consultation, s'il y a des projets de développement, d'amélioration, d'intégration, on les accompagne là-dedans. Donc on est aussi partenaire Progress, donc on fait un vendeur Progress. Et on va utiliser les outils de Telerik dans notre stack d'application. Sofiane va l'expliquer un petit peu plus. Puis, on a aussi fait l'intégration de ClickSense, le petit logo en bas. ClickSense, c'est un outil d'intelligence d'affaires, c'est-à-dire pour l'analytique, l'analyse de données. Donc, on a fait l'intégration de cet outil-là à l'intérieur de notre ERP. Puis, on monte, dans le fond, comme nos tableaux de bord, nos données analytiques sont directement disponibles dans l'application. Donc, on l'a fait un peu seamless là, pour l'utilisateur, de sorte que tu ne te connectes pas à ton BI à côté d'une autre fenêtre. C'est vraiment à l'intérieur de ton application Bluebeam que tu peux avoir accès à ce que tes développeurs ou ce que tes gens ont préparé pour toi, tes analyses de données. Donc, c'est un autre élément qui va faire partie de la présentation de Sofiane aussi. Là. Euh, Ensuite,
historique de notre entreprise pour contexte. Comme je disais, on a été fondé en 96. On a commencé au début, au début, on n'avait pas notre solution Blueby. On était développeur, pas développeur, mais on faisait du support pour des applications ERP Progress. On est né un peu de la mort d'une autre entreprise. Là. On ne s'en cache pas, c'est Sylvain puis Jean-Marc qui travaillaient pour une boîte qui a fait faillite. Puis, t'as là, ouais, c'est ça. Varnet, exact. Puis de là, on est comme né de cette opportunité d'affaires-là où est-ce qu'on aller chercher la partie de la clientèle, offrir le support. Puis bon, c'est comme ça qu'on est né. Donc, au début, on faisait du support Progress, partenaire Progress. C'était essentiellement ça. Évidemment, on s'est rendu compte que ce logiciel-là qu'on supportait, ou qui était la principale source là, de notre activité, elle n'a pas évolué. Donc, on a décidé de lancer notre projet Blueby, qui était de développer notre propre application ERP. Puis à ce moment-là, ça, c'est autour des années 2001, on a décidé de faire notre développement en web. Donc, ça a été un choix à ce moment-là qui était audacieux, mais qui était heureux pour nous. Donc, ça nous a permis d'évoluer plus facilement notre application sans faire de réécriture. Donc, on a commencé en 2001, puis on l'a fait évoluer là, au cours des années. Là. Je vous passe un peu les étapes précises, mais l'idée, c'est qu'on est parti d'une solution où est-ce qu'on avait nos clients qui étaient complètement en caractère. On a essayé de bâtir notre application en web au début par module. Donc, on l'installait de façon hybride chez nos clients, un premier module, mais avec les autres modules qui travaillaient, qui continuaient de fonctionner hybride. Donc, on est passé au travers de tout ça. On a fait notre application au complet. Ça nous a pris du temps, peut-être autour de 2012, où est-ce qu'on avait une application vraiment complète. Puis après ça, là, on a commencé des efforts pour faire de la mise en marché de notre application, puis la vendre telle qu'elle, sans rapport avec les gens. Il y en a qui ont vendu notre application ne savent pas qu'il y a progrès en arrière, s'en foutent, c'est pas ça. Puis, c'est ça. Donc, mais on est passé quand même par une remodernisation. On a appelé ça notre projet Blueby 2. C'est le même produit, là. C'est juste qu'on a fait une autre vague d'amélioration. Est-ce qu'on est allé sur une approche plus UX d'expérience utilisateur, essayer d'améliorer la façon dont l'utilisateur va s'adresser au logiciel, avoir une approche un peu plus push, plutôt que de dire, voici ce que je veux faire avec mon logiciel. Je veux que le logiciel me dise quoi faire un peu plus. Qu'il me rende l'information un peu plus accessible, que ça dicte un peu mes actions comme utilisateur. Donc, une approche différente, plus moderne. Et c'est un peu l'idée. Donc, de nos améliorations à partir de 2014 jusqu'à maintenant, essayer d'avoir une attention au design applicatif, une attention à l'expérience utilisateur. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est puis, on continue de s'investir dans notre solution, là. C'est évident. C'est sûr que c'est pas tout, comme je disais, c'est pas tous nos clients qui sont sur notre dernière version. On a un peu de tout. Donc, on fait du support encore de solutions qui sont hybrides, de solutions qui sont encore sur du caractère, mais il y a une bonne partie. Puis, on a de nos clients qui sont sur nos dernières versions, mais toujours avec leur historique de modification. Donc, il y a un peu de tout dans tout ça. Puis vraiment, on a des nouveaux clients qui ont vraiment le standard, là, qui sont cloud et tout ça. Donc, j'ai parlé de Blueby. Blueby, c'est quoi à très haut niveau? C'est, comme je disais, un logiciel ERP qui va s'adresser aux entreprises plus distribution, manufacturier. On n'est pas vraiment dans le service, on est un peu plus là. Quoique, on a peu, mais on a quelques clients on a un client dans le domaine, par exemple, financier, parce qu'on a fait une modernisation complète, qui sont sur Blueby. Donc, il y avait un logiciel caractère Progress. On a utilisé nos outils, puis on a fait une modernisation récemment, en fait, là, de leur application. Donc, tout était très personnalisé chez eux. On a quand même réussi à faire ça en utilisant nos outils. Donc, c'est possible. Donc, même si vous n'êtes pas sur un logiciel, disons, plus standard, là. Donc, notre logiciel, donc, c'est
financier, distribution, manufacturier. Là, je pense que la majorité d'entre vous connaissez un peu là, les grandes lignes de ça. C'est rien de très particulier. On a des fonctionnalités là, de comptabilité, là, compte à payer, compte à recevoir, tout ça. D'approvisionnement, gestion de stock, lecteur code barre, un peu tout ça pour l'inventaire. Puis manufacturier, donc planification de la production, ce qu'on connaît. Et puis c'est ça, bon, certains de nos clients, comme j'en glisse un mot, là, on a des clients de un peu toute taille, de tout domaine. On n'est pas spécialisé, nous, dans une industrie. Là. On va toucher à plein de clients, puis c'est de plein d'industries avec des besoins différents. Puis on est capable là, de s'adapter à tout ça, des tailles d'entreprises différentes aussi. Et comme je disais, avec des versions différentes, avec des situations différentes. Vu on a commencé en 96, mais il y a certains de nos clients qui sont là avec nous depuis le début. Donc, il y a tout un historique de modifications, d'adaptations qui sont là. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement sous standard, puis ça ne répond pas nécessairement à leurs besoins d'y être. Là. Donc, essentiellement, oui, exactement. C'est la fin de mes slides. Je vais vous montrer un peu l'application comme telle. Et ouais, parfait. Je l'ai là. Là, je peux-tu mettre ça? Je clique dans mon écran, on va s'en aller. Comment? Tu veux maximiser? Non, je minimiser le bandeau en haut. Là. Y a-t-il moyen de. Oui, go. Je ne suis pas habitué avec Zoom, excuse-moi. Masquer le bandeau. Hein? Oui, masquer, c'est ça. Masquer. Il est où? Le vois-tu? Masquer les commandes. Ah, voilà. Super. Je vois une fonction par rapport. OK, super. Excusez. OK. Donc, ça, c'est Bluebee. Dans le fond, Bluebee va s'accéder du web. Ça, c'est notre environnement démo. Ce qu'on remarque en entrant dans Bluebee, ça aussi, j'imagine, je peux minimiser. Je vais mettre ici, par exemple. Ce qu'on va remarquer en entrant, c'est qu'on a justement, ce dont je parlais tantôt, l'intégration de notre BI directement dedans. Donc, la fonction qu'on a faite, c'est qu'on a intégré dans notre tableau de bord pour chacun de nos utilisateurs des indicateurs de performance. Donc, on a créé une bibliothèque. Puis là, il y en a plein qui ont été mis dans la page de démo, là, un peu aléatoirement, mais on a créé une bibliothèque d'indicateurs de performance qui sont disponibles pour l'utilisateur, puis il peut les prendre, puis les mettre dans son dashboard selon ses permissions. Mais ça vient de ClickSense. Comme je disais, là, un peu, ClickSense, ça ressemble un peu à Power BI. Là. Il y en a qui connaissent plus Power BI que Click. Et c'est ce genre d'outil-là. Donc, tu pourrais voir, mettons, les ventes de ton client ici. Tu peux faire des filtres, ça va s'appliquer. Tu peux faire des fils croisés aussi. Et puis, c'est super rapide. Là. C'est une base de données avec beaucoup de données. C'est l'approche à avoir. Donc, on a réussi à faire ça et l'intégrer à notre application. Donc, ça, c'est un des éléments. On a d'autres endroits où est-ce qu'on va l'utiliser. Là. Si je m'en vais ici, mettons, dans mes comptes à recevoir, je peux avoir aussi, puis je peux, mettons, image, là. Je peux voir, mettons, mes comptes à recevoir, mes créances de mes clients. On a fait un petit dashboard avec ça, où est-ce que tu pourrais voir, puis utiliser les fonctionnalités de là, filtrer, voir, mettons, tes clients, les pires créanciers, par exemple. Puis les filtrer, tu vois quand est-ce qu'ils ont été payés et tout ça. Là. Quand est-ce qu'ils ont depuis quand, dans le fond, leurs créances sont déchues. Là. Et puis ça c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, l'information est directement disponible où est-ce que l'utilisateur en a besoin. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer un peu, comme je disais, on a utilisé là-dedans, je ne sais pas s'il y en a qui sont, en fait, vous l'êtes sûrement, familiers avec les outils de Kendo, de Telerik. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent dans leurs applications. Pas nécessairement, mais nous on l'a fait dans le fond. Donc, on utilise certains de ces composantes-là pour notre application, pour notre front-end.
Donc, on a créé, nous, dans la navigation de notre application, on a créé un concept de station de travail. Donc, les stations de travail, pour nous, c'est un endroit où est-ce qu'on va regrouper plein d'informations, des inquiries, dans le fond, des tables de données, un peu comme ça, là, comme ma liste de clients, ma liste de transactions pour mon processus de facturation, mon processus d'encaissement pour mes comptes à recevoir. Puis aussi, joint à ça, des informations sur, en fait, pas des informations, mais des liens pour mes fonctions. Donc, j'ai un endroit centralisé où est-ce que je peux faire mon processus de travail, là, sans aller me lancer des menus à droite à gauche. Je vais essayer de concentrer tout ce que j'ai besoin de faire à l'intérieur d'un même écran. Et puis, et donc, c'est ça. Donc, on a utilisé les grids de Kendo là-dedans, mais qu'on a modifié, qu'on a adapté à nos besoins. Et puis, c'est assez facile à utiliser, c'est assez moderne. On a des fonctionnalités là-dedans qui sont offertes par Kendo, par exemple, de redéplacer ses colonnes, de cacher ou d'afficher certaines colonnes. Et je peux en ajouter au bout, ils vont s'ajouter à ma liste. Je peux les recacher. Mettons, ma liste de clients, mais je veux voir les factures de ce client-là directement, mais je peux ouvrir, je ne sais pas s'il y en a, lui, il n'y en a pas, mais je peux en choisir un autre, je ne sais pas, lui, il doit probablement en avoir. Puis, je peux aller ouvrir une sous-grid en dessous, puis il y a directement l'information qui est là. Donc, c'est des genres de choses que les utilisateurs aiment, c'est des genres de choses que les utilisateurs s'attendent à avoir dans une application qui est moderne, puis qu'on n'a pas toujours, qu'on n'a certainement pas dans du caractère, c'est plus aride. Et c'est ce qui est facile à faire avec du web. On a des liens. Je peux aller sur ma fiche client directement là. Puis, je vais ouvrir ma fiche client. Dans ma fiche client, j'ai plein d'informations. Je peux aller afficher encore d'autres indicateurs de performance, d'autres liens qu'on a bâtis dedans. Encore là, des vues dynamiques que l'utilisateur peut aller adapter. C'est des choses qu'on a réussi à faire avec les outils, puis toujours en gardant la même base de données de progrès. Tu sais. Puis, ça ajoute toute une dimension à l'utilisation quotidienne du logiciel. Les gens vont trouver... Parce que ce que les gens nous disent souvent quand ils nous parlent de moderniser leur application ou de changer, parce que souvent, c'est ça. Souvent, ils ne pensent pas nécessairement à la moderniser, mais ils pensent à la changer. On leur demande, c'est quoi les pain points? C'est quoi le problème avec ton application? Souvent, c'est la navigation, c'est lourd, puis c'est souvent l'accès aux données. Ils veulent tous sortir ça dans Excel, tout le temps, parce que c'est lourd à regarder ça dedans, puis manipuler. Puis c'est ça qu'on vient combler avec une application web. Parce que la fonctionnalité, ils ne nous parlent pas de mon processus puis de la business logic. Ça, on l'a maîtrisé avec le temps, puis on l'a mieux que n'importe quel logiciel tablette. Là. Dans le temps, parce qu'on a travaillé longtemps avec le client souvent, puis depuis des années, puis ça a été personnalisé, puis on en est venu à répondre à tous les besoins qu'ils ont, très spécifiques. Mais c'est toute la partie de navigation qui n'est pas là. C'est ce qu'on vient essayer de combler, nous, avec Bluebeam. Donc, je vais vous montrer un peu... là, j'essaie d'aller vite. J'essaie de donner du temps à Sofiane. Je vais vous montrer un peu d'autres types d'écrans, types de fonctions qu'on a faites avec des choses un peu plus différentes dans l'application. Donc, on avait, entre autres, si je vois dans notre petit module CRM, on a une fonction ici un peu plus vue Kanban, donc les fonctions de liste qu'on a créées. Ça, c'est les opportunités de vente. Donc, on peut afficher nos opportunités de vente dans une vue un peu de funnel de vente, c'est-à-dire prospection, qualification, proposition. Donc, on est capable de créer des vues personnalisables. Tout ça, c'est personnalisable là, pour un utilisateur, puis qui puisse voir un peu, puis puisse faire progresser ses ventes. Donc, s'il y avait une vente là avec, mettons, des catégories, là, c'est des données un peu bidons, c'est mon environnement de démo, mais je peux faire, j'ai eu un contact, j'ai pris des notes associées à ça. Je peux faire progresser à un autre niveau ma vente. C'est très visuel. Tu pourrais avoir la même information dans une grille, là, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil de l'utiliser dans quelque chose de moderne. C'est ce que les gens s'attendent à avoir de toute façon. C'est ce avec quoi on compétitionne de toute façon. Donc, on est rendu là. Puis, il faut suivre le pas, on n'a pas le choix. Donc voilà, ça c'est une autre utilisation un peu de Kendo, modifiée, adaptée à nos besoins.
Je vais montrer un peu. Ah ouais, je vais revenir peut-être à ma vue de liste. On a fait des notes dedans. Je peux prendre des tâches ici. Je pourrais créer une tâche, les voir là. Et je peux voir surtout dans ma liste de tâches complète. Je peux attacher une tâche à réviser une facture, par exemple, quoi que ce soit. Puis je vais voir ma liste de tâches, voir lesquelles j'ai complétées ou pas, qui m'ont été assignées par un collègue ou que j'ai fait moi-même, mais surtout de voir ma liste de calendrier, mon calendrier. Donc, je n'ai pas de tâches, donc c'est pas vraiment intéressant ici, mais trouver des mois où est-ce qu'il y en a. Puis ça aussi, c'est une autre composante de Kendo. Donc, on n'a pas réécrit un engin de calendrier, là, mais ça vient avec un ensemble de fonctions. Donc, je peux voir mon calendrier par semaine, par jour, etc. Euh, Puis, je peux voir les notes que j'ai créées dedans. Ça, c'est nous qui avons créé ça. Mais l'engin en arrière, c'est fait avec Kendo. Donc, en tout cas, d'utilisation. Peut-être un dernier que je vais vous montrer dans un concept où est-ce que je veux à la distribution, je veux prendre les commandes que j'ai à distribuer, puis je veux les assigner sur des camions. Donc, on a fait une petite vue avec une map. Je vais la retrouver ici dans mes expéditions. Puis si je m'en vais, mettons, en chargement de commandes. Puis, fait que là, j'ai un ensemble, puis je vais zoomer un petit peu. Puis là, j'ai un ensemble, dans le fond, de commandes à livrer. Puis là, ils sont en rouge, donc ils sont en retard, mais bon, c'est pas grave. Je peux aller dire, ben, bon, j'ai une fonctionnalité d'assigner des routes, là, mais là, je vais skipper ça pour la démo. Mais je pourrais dire, mettons, ramène-moi tous ceux qui sont dans la région de Montréal, donc je vais les cliquer ou je vais aller sur la rive nord un petit peu plus. Je vais prendre ces commandes-là, je vais les sélectionner, puis je vais pouvoir aller les mettre dans le chargement que je viens de créer. Donc, je peux voir après ça que j'ai une petite route qui va se générer si elle veut bien loader. Il faut que je la sauvegarde. OK, voilà. Elle est trop vite. Bon, ouais, c'est ça. Elle crée mes PPS, donc ça va aller mieux. Euh, et euh, et c'est ça. Et là, je peux créer ma petite route pour mon camion. Je peux même tracer la route, il va me donner mes estimés, ça va me prendre 1 heure, je vais faire mon petit trajet à partir de mon centre de distribution, puis je vais aller, puis je vais faire mes 2 trajets. Puis, je peux le voir directement dedans. Donc, c'est des choses, encore là, qu'un environnement moderne te permet de faire que tu ne peux pas faire autrement. Il y a des millions de possibilités, mais c'est quelques-unes de celles qu'on a réalisées. Donc, voilà. Ensuite, je vais peut-être passer la balle directement à Sofiane. Sofiane, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Oui, OK, parfait. Puis, ouais, je vais arrêter le partage et passer où mon Zoom. Bon, laisse-moi. Oh, j'arrête mon partage, par exemple. Ah, c'est ici. Ça, c'est. Monter la tête de la face à Sophia. Comment je fais pour réactiver, mettons, mon. Parce que là, je dois être sur l'application. Mais je ne le vois pas. On l'a masqué, on l'a trop bien masqué. Hein. Ah, voilà, voilà. OK. On va arrêter le partage. Oh, arrêtez ici. Voilà. Vas-y, partage, Sofiane. Oui. Ouais. Vous voyez mon écran? Pas vu. Pas vu. Lui. Puis dans le fond, Sofiane, moi, j'ai montré un petit peu le rendu, qu'est-ce qu'on a réussi à faire rapidement. Puis Sofiane, le but, c'est de nous expliquer un peu comment est-ce que ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a en arrière un peu.
mais un petit peu nos expériences au travers de ça qu'on voulait partager avec vous. Je suis en train de te mettre sur l'écran pour que le monde ici te voit bien. Yes. Voilà. Alors, encore une fois, tu caches un peu, ta face cache un peu le coin supérieur droite de l'écran. You want to put your volume on max? Vas-y, Sofiane. Est-ce, est-ce que, salut. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'écran? Oui, Oui. on t'entend. Oui. Très bien, très bien, très bien. Bon, juste. Alors, bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous aujourd'hui. Content aussi de voir les noms de quelques amis que j'ai connus à travers les années au Québec et de les revoir aujourd'hui. Alors, Julien a fait une petite présentation de l'application en tant que telle de Blueby. Et moi, je vais ouvrir le capot de Blueby, en fait, pour avoir une idée, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière une solution ERP complexe et surtout basée sur les produits majoritairement de Progress, jusqu'à où on peut aller avec Progress. On est habitué plus avec des applications, des legacy systems, caractères ou GUI. Il y a certainement des solutions qui ont été développées avec du web à travers les années. Et là, nous, on aimerait bien partager avec vous cette expérience sur le volet technique. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu notre infrastructure, donc l'architecture de Blueby. Ça a commencé avec une base de données OpenEdge, donc c'est notre héritage, et pour les programmes Progress ABL qui ont été encapsulés pour avoir une viabilité supplémentaire par rapport au modèle ancien caractère ou GUI, où on peut trouver un mix des données, ça veut dire des programmes qui peuvent fonctionner seulement en mode caractère ou GUI. Nos programmes ont été faits de la sorte qu'ils peuvent vivre pour plus longtemps parce que le business logic évolue doucement, mais c'est le UI qui évolue au niveau euh, système d'information, on était en mode caractère, GUI, web, maintenant mobile, et par la suite, on a passé vers des interfaces d'API avec d'autres systèmes. Donc, par contre, le corps du système, il est le business logic. Et là, c'est une des choses sur laquelle Blueby a fait focus lors de la migration ou dans le projet de passage en mode web. Donc, dès le début, on a commencé depuis la version 9 avec WebSpeed comme Transaction Server. On était parmi les premiers au début des années 2000, lorsque le web n'était pas très utilisé. Donc, on a commencé avec WebSpeed pour le Transaction Server, principalement Apache, vu que la majorité de nos clients sont sous Linux. On a pu le faire fonctionner avec du Windows, mais pour des raisons d'usage, que ce soit Unix, AIX dans le temps, on a moins de clients AIX, HPUX, mais maintenant, le plus populaire, c'est Linux. Et côté communication, l'échange avec le front-end se basait au tout début, on a commencé avec le XML et des commandes post et get avec le front. Et avec le temps, on a passé avec JSON et avec des commandes REST, des protocoles REST. Côté front-end, nous avons débuté avec du HTML et des posts, des formulaires. Par la suite, on est allé vers du jQuery. Et les dernières années, je dirais les 10 dernières années, on a intégré Kundu UI. Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Kundu UI, c'est un produit de Progress. C'est Telerik, la compagnie Telerik Kundu. Donc, c'est une compagnie de Progress. C'est pour ça que on a voulu mettre le focus. On parle beaucoup de Progress OpenEdge, mais il y a d'autres outils aussi qui sont
intéressants qui proviennent de chez Progress et on a choisi cet outil pour développer avec. Et Kendo, il peut fonctionner que ce soit avec du Angular, avec du React, avec du jQuery. Donc ça, c'est une librairie de composantes UI, comme vous l'avez vu, assez riche et intéressante. Et les dernières années aussi, on a migré doucement vers du React.js pour nos solutions front-end. Donc, cette plateforme fonctionne est compatible avec, à partir de la version 9 qu'on a commencé, donc jusqu'à 11.7, qu'on continue à utiliser WebSpeed. On a toujours des clients comme ça. Mais on sait très bien qu'à partir de 12, WebSpeed disparaît et il n'y aura plus de WebSpeed, donc il y a seulement Pasui. Et Pasui, il a commencé à partir de la version 11 à faire place en tant qu'infrastructure complète et qui remplace WebSpeed et compagnie. Donc, notre produit, on a fait de la sorte de le migrer de WebSpeed vers Pasui. Et ça, on va essayer de vous partager quelques éléments à considérer lors du passage. Si vous avez, je ne sais pas s'il y a des personnes présentes qui utilisent WebSpeed aujourd'hui. Donc, il y a des points à considérer lors du passage du WebSpeed à Pasui pour faire fonctionner votre solution. Surtout, je crois que la version 11.7 commence à être, est-ce elle va être retirée très bientôt. Donc, on n'a pas le choix de considérer, si vous êtes encore sur 11, peut-être de considérer de passer, mettre un plan de passer vers la version 12, que ce soit base de données ou applicatif. Bon, avec l'arrivée de Pasui, donc, on a changé, donc on n'utilise plus Apache, c'était plus Tomcat, et on a de plus en plus du REST, des services REST et des échanges en format JSON au niveau application. Là, le passage WebSpeed à Pasui, donc c'est quoi les éléments à considérer principalement? Donc, il y a des changements lorsqu'on passe, lorsqu'on était avec WebSpeed. Donc, le serveur web, il est à part. Par contre, avec Tomcat, qui vient avec Pasui, donc ça, c'est un package complet. Donc, il faut considérer le partage des fichiers statiques comme les images, les fichiers JavaScript et compagnie. Et si vous avez fait des modifications au niveau du programme de démarrage des brokers de WebSpeed comme WebDisp.p, qui est un programme de démarrage lorsqu'il start les brokers ou les agents de WebSpeed. Donc, chaque agent WebSpeed a un WebDisp en arrière qui est démarré. Qui est personnalisable. Dans notre cas, nous l'avons modifié dans Bluebeam pour charger des procédures persistantes aux startups de chaque agent WebSpeed. Donc là-dedans, ce n'est plus compatible parce que ce WebDisp, il disparaît à l'intérieur de la config de Pasui. Par contre, Pasui offre d'autres paramètres de configuration dans lesquels on peut spécifier des programmes qu'on veut les exécuter ou les démarrer au démarrage des agents ou des instances de Pasui. Donc là, si vous avez fait des changements dans ce sens, vous devriez peut-être les considérer. L'autre élément qui est peut-être intéressant, c'est que si vous utilisez du App Server, de la connexion binaire pour de GUI ou autre, donc avec Pasui, l'avantage, c'est que Pasui, il peut le même broker Pasui ou agent Pasui peut fonctionner pour servir du web, pour servir du App Server, du service REST et du service SOAP. Donc, avant, par exemple, lorsqu'on a besoin d'une partie en mode App Server et une partie en mode WebSpeed et une partie en mode SOAP pour des protocoles d'échange, on devrait pour chacun configurer un broker.
avec son pass, et généralement, les passes sont les mêmes, la même base de données. Donc, il y a une surcharge de configuration inutile. Par contre, avec du pass oui, c'est le même qui va pouvoir servir les quatre formes d'échange de données avec ce nouveau serveur d'application. Et point important, donc pour ceux qui sont familiarisés avec du WebSpeed, WebSpeed, il offre deux modes principaux de programmation. Donc, il y a le embedded script et il y a le mapped HTML. Si vous êtes avec du embedded script, il n'y a pas de souci, ça va compiler et ça va fonctionner correctement à l'intérieur du Pasui. Par contre, si vous avez utilisé du mapped HTML, donc ça demande une réécriture totale de votre application. Donc ça, c'est un point important. Et nous avons déjà rencontré ça chez un de nos clients qui a demandé de moderniser euh, un site web qu'on peut peut-être le voir tout à l'heure euh, où il a été bloqué pour migrer d'une manière assez simple. Donc, il y a une grande partie de code qui a été réécrite from scratch. Les avantages de Pasui, pour ceux qui n'ont pas encore embarqué, c'est que, à la différence des brokers, App Server et autres, donc il est avec la même, un agent peut gérer plusieurs instances Pasui en arrière. Donc il y a moins de consommation de ressources machines, que ce soit au niveau mémoire ou CPU, j'ai regardé, c'est un peu similaire au niveau de l'usage, mais au niveau mémoire, il y a des gains au niveau consommation de la mémoire. Donc, aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un seul serveur, que ce soit pour le web ou pour des applications GUI ou pour des appels App Server. Donc, c'est la même, le même application. L'autre chose, c'est que lorsque j'ai marqué web et application, je viens de me rappeler, c'est que on a Tomcat qui peut servir comme serveur web. Donc, je n'ai pas à configurer un autre outil. Lorsque j'installe PassWI, j'ai déjà mon delivery de la partie web. Donc, pas comme lorsque j'installe WebSpeed, je dois installer Apache, configurer Apache et tout. Par contre, avec Pasui, c'est one-stop shop, si on veut dire, pour ça. C'est sûr qu'il a ses avantages, ses inconvénients, mais c'est un élément qu'on peut le considérer. Et l'autre point qui est très fort, c'est les services REST avec Pasui. Donc, pour ceux qui veulent embarquer à offrir une application totalement avec du service REST, c'est assez simple à les configurer à l'intérieur de Pasui. On peut définir des passes qui peuvent cacher les noms de nos programmes qu'on utilise habituellement, parce que ceux qui utilisent WebSpeed, si vous vous rappelez, on a au niveau de l'URL, on peut voir les noms du programme. Par contre, avec les services REST, on peut définir des noms fictifs comme des passes vers un objet comme customer, item et compagnie. Alors, on n'a pas arrêté là, donc ça c'est en arrière. Donc, comme je vous ai montré, c'est plus l'architecture de l'application Bluebeam en tant que telle. Là, pour vous montrer toujours comment on a profité de notre environnement OpenEdge et comment on a pu exploiter au maximum les ressources OpenEdge. Donc, comme Julien vient de parler, donc on a notre BI ClickSense qui est embedded à l'intérieur de l'ERP d'une manière native. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré, pour le configurer, on a démarré la base de données OpenEdge avec son engin SQL. Donc, on sait très bien, on a l'engin ABL ou KGL, comme on veut l'appeler, et on a l'engin SQL. Et l'engin SQL est utilisé pour faire des requêtes SQL directement à partir d'une base de données OpenEdge. On a ajouté à nos tables des enregistrements, des champs supplémentaires comme des record ID uniques, des timestamps.
Et ça, c'est pour capturer les changements d'une manière assez rapide sur les enregistrements. Et ça, c'est important lorsqu'on veut faire la synchronisation avec des systèmes externes, comme base de données SQL ou autres. C'est sûr, il y a des outils de progrès aujourd'hui comme Proto qui offrent cette possibilité, mais nous, on a préféré avoir notre mécanisme avec des triggers qui vont gérer le tout. On a des index directs avec les timestamps comme ça. On va juste synchroniser à l'intérieur à partir de notre base de données OpenEdge via des requêtes SQL. On l'envoie vers Click seulement à une fréquence qu'on peut la définir, seulement les changements entre la dernière fois et l'instant now des transactions ou des records qui ont été modifiés. Donc ça, après le chargement global la première fois, on active la synchronisation incrémentale de nos données vers les data stores de ClickSense. Une fois les data sont dans ClickSense, on a développé nos applications Click et on a pu utiliser Click. Il a une API très, très riche. Donc, on a pu faire les appels via JavaScript aux API de Click pour intégrer les graphes et même les composantes de données dans Bluebeam. Si vous avez remarqué, lorsque Julien navigue tout à l'heure ou fait des filtres, c'est quasiment instantané parce que Click, il a le concept de in-memory database. Donc, une très grande partie de data se load en mémoire, elle est compressée, ce n'est pas le style de requête SQL, il a une structure d'étoile et elle permet d'accéder d'une manière extrêmement rapide aux données avec des millions de records en quelques fractions de temps. Donc ça donnait un grand plus à notre application et à nos clients. Et c'est presque, on peut l'activer sur certains éléments jusqu'à quasi temps réel, le chargement des données sur certaines tables qu'on veut les avoir toujours très bien synchronisées. Donc, comme vous avez vu, on a des tableaux de bord personnalisés par utilisateur. Donc, chaque utilisateur peut choisir ses KPI qu'il peut les voir quotidiennement. On a des tableaux de bord par module de ERP et on a aussi des tableaux croisés qui sont croisés dynamiques qu'on peut jouer avec. On a offert aux utilisateurs pour comparer ou vérifier certaines informations avec la possibilité de filtrer sur n'importe quel champ. L'avantage de tout ça, c'est qu'on a délibéré considérablement notre ERP de tout ce qui est consultation et requêtes assez complexes à travers OpenEdge ABL parce que ça risque de nuire à la performance de notre ERP. Par contre, ici, l'information, elle est au bout du doigt. Et en plus, avec la touche droite de la souris dans ces écrans-là, on a la possibilité de faire l'exportation Excel pour les amateurs de Excel. On n'a pas arrêté là et on a embarqué dans un autre challenge après Click, c'est les API. Aujourd'hui, les solutions de plus en plus sont sur le cloud et on ne trouve pas une solution complète. Donc, on a des solutions un peu éparpillées et il y a toujours besoin de faire de l'intégration entre ces systèmes. Et en tant que système ERP, toujours on était demandé, est-ce que vous avez une API pour s'intégrer avec système X ou système Y? D'où la nécessité de développer notre propre API complet de Bluebeam pour que ce soit pour créer des commandes, pour aller chercher du stock ou même faire un paiement d'une facture en ligne. Donc tout ça, on a préparé un ensemble, la même chose au niveau des achats. Donc surtout les solutions de logistique, de livraison, pour faire du tracking de livraison et tout. Donc, on peut aller chercher les commandes, mettre à jour leur statut, même dans le système. Donc, ces API-là fonctionnent dans les deux sens.
Donc, les éléments principaux lorsqu'on va développer nos API, c'est la sécurité. Donc, c'est pas ouvrir un web service externe ouvert de n'importe comment. Il faut avoir des mécanismes de sécurité, que ce soit via des tokens ou via des appels, via des techniques d'avoir des data au niveau des headers. Il y a la limitation aussi des adresses IP de provenance. Donc, il y a plusieurs techniques. Tout dépend du besoin de protéger l'accès à vos API. Et l'autre point, c'est ne pas exposer les services standards. Si je dis les services standards, ça veut dire les API que vous utilisez à l'intérieur de votre ERP. Il ne faut pas rendre votre ERP ou ses composantes accessibles directement de l'extérieur. Dans notre cas, on va voir, on a utilisé euh, une autre composante où on l'a appelée Bluebee System API, qui est développée avec une autre technologie, et il communique, c'est lui qui va servir comme relais. L'autre point, le dernier, c'est les standards. Donc, il ne faut pas développer quelque chose, surtout pour être compétitif et présenter quelque chose à l'externe. Il faut suivre les standards qui sont reconnus principalement avec les services REST et autres. Donc, notre stack, on a développé notre engin d'API, on a intégré une autre technologie, c'est du Python. Et ça, c'est un choix d'évolution à l'intérieur de Bluebee. Donc, pour offrir plus de flexibilité. On a pu le développer avec Java ou autre, mais chez Bluebee, on a notre orientation, c'est que si on va ajouter euh, un autre langage, c'est pour se servir non seulement pour un élément limité, mais pour d'autres fonctionnalités complémentaires à notre ERP. Le choix de Python, cette fois-ci, a été fait pour avoir un Docker complet qui contient notre application de communication avec Bluebee. Et ce Docker-là va être dans un DMZ, donc à l'extérieur du réseau, et il va pouvoir échanger avec l'extérieur comme à l'intérieur avec notre ERP. Et on a utilisé une base de données Postgres euh, pour journaliser les appels, donc ça, c'est plus pour des audits en cas de besoin, en cas où on a une transaction qui n'a pas passé ou autre, on peut aller voir là-dedans qu'est-ce qui s'est passé. Et pour toute solution de API qu'on veut offrir, c'est très, très important d'avoir la documentation de comment l'utiliser. Dans notre cas, on a utilisé Swagger qui nous a permis d'avoir une interface web intéressante pour communiquer pour présenter nos API aux utilisateurs. Donc, l'infrastructure est simple, si on veut dire. Donc, ici, on a un Docker qui s'appelait Bluebee System API, qui contient du Python. Et ce Docker-là, c'est lui qui communique avec avec les API standards Bluebee, mais lui, il offre ici du REST vers l'extérieur. Et de cette façon, on a pu réutiliser les mêmes objets Progress qu'on a développés pour nos transactions de création de commandes ou de consultation ou de consultation de prix pour des prix clients, pour faire même un paiement, comme j'ai dit, d'une facture. Donc, plusieurs fonctionnalités ont été développées à l'intérieur de tout ça. Et ça, c'est un exemple de nos API dans les customers, donc sur différents domaines. Et ça a été généré avec Swagger. Ici, on peut voir les différentes commandes pour ceux qui sont familiarisés avec du REST. Donc, on peut voir les commandes get, post, delete, put. Donc, on peut les voir. Et même à travers ce portail-là,
on peut faire des essais. Donc, on peut se connecter, ça va nous donner un token si on est autorisé. Et là, on peut, par exemple, ici, on peut spécifier le code d'un client et le système va nous retourner les datas sous une structure particulière. Les avantages. Donc, on les voit déjà. Donc, le fait d'avoir un Bluebeam accessible de l'extérieur, ça ouvre les portes. Et moi, lorsque j'ai, peut-être je fais trop référence à Bluebeam, mais pour vous, c'est pour vos produits ou vos solutions. Donc, c'est la facilité d'intégration avec l'extérieur. Donc, ici, on voit que ce Bluebeam s'est positionné avec d'autres logiciels maintenant sur le marché qui sont couramment offrant les intégrations. Et il n'y a aucun système qui est complet qui peut offrir des choses dans tous les domaines. Donc, il y a toujours besoin d'intégration et c'est ce qu'on a vécu les 10 dernières années, que ce soit avec des WMS, des solutions B2B, B2C. Toujours, les clients ont besoin d'interfacer leur ERP avec l'extérieur. Là, maintenant, nos API sont faites. Notre Bluebeam est complet et là, on va se trouver à passer à un autre besoin de business, c'est le mode SaaS. Le mode SaaS, c'est Solution as a Service. Donc, c'est une offre business de location de solutions à la place d'acheter un legacy system comme il est dans le temps. Tout le monde, j'imagine, sont familiarisés avec ça. Et pour offrir ça, déjà, on a affranchi une partie, mais là, on va avoir ensemble un parcours rapide. J'espère que je suis pas. Faites attention au temps, donc vous pouvez me stopper à tout moment, les amis. Euh, donc, Correct. C'est encore on va correct. voir. C'est parfait. Donc, on peut voir les Docker, on va voir le CI/CD pour tout ce qui est intégration continue et jusqu'au passage vers le cloud. Donc, ça, c'est le besoin. Et le besoin technique pour assurer une solution qui est sur le cloud et qui pourrait être custom avec des instances différentes pour chaque client. Donc, on était obligé de mettre en place un mécanisme de déploiement automatisé le plus possible pour créer les instances de l'ERP pour nos clients. Et ça, tout ça à l'intérieur de l'infrastructure choisie qui est l'infrastructure Amazon. Donc, l'autre point qui est à considérer, c'est que lorsqu'on va faire des déploiements en ligne, il y a parfois des risques de besoin de retour en arrière. Le choix des Docker nous permet de la journalisation de ces Dockers-là et de revenir à la version précédente de Docker X ou Docker Y pour ça. Donc, comment on a fait ça chez Bluebeam? Donc, on a Ouais, travaillé sur excuse, la dockerisation. Sofiane? Pardon? Ouais, Oui? excuse-moi. On t'a perdu là, les 2 dernières minutes. On avait un problème de son de notre côté. Ah, 2 minutes. désolé. 30 secondes, ouais. Ouais, 30 secondes? OK. ouais, les 30 dernières secondes peut-être. Très bien. Je répète, désolé. Donc, ici, on voit les besoins techniques. Les besoins techniques, c'est important de faire un déploiement le plus automatisé possible si on veut aller sur le cloud. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. On ne peut pas se permettre, comme avant, à installer un ERP, ça prend des jours. Maintenant, chez Bluebeam, avec la solution qu'on a mis en place, c'est à l'intérieur de quelques minutes, on peut faire les mises à jour d'une nouvelle version dans les espaces cloud de nos clients. Dans notre cas, on a utilisé la plateforme Amazon pour l'orchestration des Docker et on a utilisé GitLab pour la gestion de code source ainsi que tout ce qui est processus CI/CD, Continuous Integration and Continuous Deployment, avec les pushes des Docker vers Amazon. Euh, vous m'entendez? Allô?
Allô? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui? Oui, on t'entend. OK, désolé. OK, bon. Là, on avait juste une petite baleine, vu qu'on est au Québec. Maintenant, on a trois baleines. Là, sous AWS, ce qu'on a fait, on a notre Docker d'API. Ça nous a donné l'appétit pour mettre notre Bluebeam au complet avec son password à l'intérieur d'un Docker, avec son code, tout est fonctionnel, et l'engin de base de données à l'intérieur de Docker parce que les Docker sont volatiles. Donc, ce n'est pas la base de données, c'est l'engin de base de données et la base de données sur comment on appelle ça, comme un disque externe, un volume externe auquel il va se connecter et démarrer. Donc, les utilisateurs, nos utilisateurs cloud vont se connecter au portail de Bluebeam en mode SSL et les applications externes aussi vont passer via les API qui sont sur le cloud. Donc, 100%, une plateforme qui est 100% cloud. Ça, c'est des schémas que les développeurs adorent. Je vais essayer de parler simple. Donc ici, ça c'est c'est la structure Git plus ou moins de comment on a mis le process DevOps euh, de Bluebeam. Donc, on a notre branche standard du code qui peut pusher et générer avec ça une image Docker qui sera déployée directement sur un serveur local chez nous. Lorsqu'un client achète Bluebeam de chez nous, on a un fork de chez le client, de la version sur laquelle on est pointé. Et à ce moment-là, on a trois environnements. Un environnement de dev, un environnement qui est local, un environnement UAT, c'est pour les tests d'acceptation, et un environnement cloud prod. Majoritairement, on a toujours des customs qui se font chez les clients. Donc, on a des features, nos développeurs vont créer des features ou des adaptations par rapport aux besoins clients. On les merge, on les valide à l'interne. Si tout est beau, on va merger vers la branche de UAT. Ça génère automatiquement une image. On décide manuellement de la pousser vers le cloud et l'environnement cloud se met à jour d'une manière automatique. Il y a un shutdown et tout le process se fait au niveau de Amazon à ce niveau-là, toute l'orchestration. Et si tout est beau, on va pousser vers le prod et ça met à jour Bluebeam prod chez nos clients. Donc ça, c'est l'approche qu'on utilise quotidiennement. C'est juste si tu vas tourner ici. Allô? La première Ça a coupé? Yes. C'est bon. Sofiane, m'entends-tu? Oui? Sofiane, est-ce que tu... Oui? Ah, mais nous, on t'entend pas, c'est ça le problème. Haut-parleur. Pardon? Oui? Je sais quoi. Lui, il est un haut-parleur? Non. Oui, je vous entends. OK, parfait. Excellent. Excuse-moi, Oui. on t'a perdu au niveau... Une minute, ça fait une minute. Là. Ouais. Oh, wow! 5 minutes. Une minute. Une minute, OK. Bon, Ouais. j'ai arrêté la caméra parce que ici, c'est 5 heures le soir. Les gens, toujours, ça commence à connecter. Bon. Non, c'est mon C'est nous. laptop qui a crashé de dur. C'est pour ça qu'on t'a Non, c'est pas ta connexion, c'est ça, exact. C'est Ah, nous. OK. OK. On va checker Bon. justement ma C'est batterie. d'elle, c'est la faute à Dell. Adèle. OK. J'ai arrêté la caméra en cas où pour avoir une bonne connexion. J'ai dit cet écran, il est préféré pour les développeurs. Donc, ici, c'est notre approche de déploiement sur tout ce qui est processus d'intégration et déploiement de nos images chez AWS.
Donc, on a, pour nos clients, donc on a trois environnements, donc le dev, le test et le prod. Et là, on a à chaque fois qu'on a une image du client, donc on a des features qui se développent, on les pousse, on les teste localement. Si tout est beau, on les pousse dans UAT, test d'acceptation par le client. Par la suite, on les pousse pour la mise en prod. Donc, tout ça, une très grande partie de ce travail se fait d'une manière automatique. Donc, et là, au niveau de CI/CD, donc on a mis en place un pipeline qui contient un ensemble d'étapes. Notre process crée la base de données, load des data, compile, crée une instance PassWI, compile Bluebee. S'il y a des erreurs de compilation, il va stopper, il va nous retourner. On peut aller voir dans les logs. Donc, tout le process est automatisé dès qu'on fait nos commits à l'intérieur de Git. Et ça, c'est un exemple d'image de cas où, lorsque le process passe par l'étape 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est vous que vous pouvez configurer ça via les pipeline editor à l'intérieur de Git. Donc, vous pouvez scripter tout ce que vous voulez et on peut avoir des cas lorsqu'on a fait un merge qu'il y a un fail et on peut voir pourquoi ça a failé. Bon, je passe maintenant sur une présentation peut-être de cas réels d'usage encore plus avancé du PassWI. C'est le cas d'un client. C'est c'est le cas d'un client qui nous a demandé d'upgrader son site web de e-commerce qui date des débuts des années 2000, fait avec WebSpeed vers une version encore moderne. Et c'est le cas de client que je vous ai dit où il avait un développement totalement avec Map.html. Donc, on n'avait pas le choix, c'est une réécriture totale, mais l'élément que le client a tenu, c'est de garder sa base de données actuelle en OpenEdge parce qu'il a tout son back-end et back-office développé avec du OpenEdge, mais il veut une solution très moderne et de goût d'aujourd'hui et avec des fonctionnalités très intéressantes comme à la référence de Shopify. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé l'usage de OpenEdge PassWI, totalement développé avec de la programmation orientée au objet et des services REST. Zéro HTML à l'intérieur de ça, donc tout seulement de business logic qui délivre des data. Pour la partie front-end, et vu que c'est un site web externe, on n'a pas pu utiliser React.js tout court parce que React.js, il va générer du JS et pour un site web, il faut avoir pour que le site soit bien indexé sur les réseaux, les moteurs de recherche, il faut avoir les datas et pas juste une application JS qui contient rien. Donc, c'est la raison qu'on a utilisé l'engin Next.js. C'est un server-side React.js render. Ça veut dire il va délivrer à l'écran le HTML avec les datas dedans et c'est lui qui va communiquer avec notre PassWI, que ce soit en back-end, et même lorsque les datas arrivent et l'image arrive au niveau front, il va pouvoir aussi envoyer des appels vers les API REST qu'on a développés. Vous entendez? Oui, toujours là. Parfait. Donc, je continue. Et pour des raisons de sécurité, on a mis un proxy Nginx qui permet de dérouter les transactions d'une manière sécuritaire et on peut filtrer
qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne se passe pas vers vers Next.js. Et Next.js, le moteur est basé en arrière avec le serveur web Node.js. Rapidement, c'est le temps de prendre votre lunch. Donc, ici, on a les programmes ABL, on a la base de données Progress, notre PassWI. De l'autre côté, on a des programmes TypeScript et des images sont servis par Next.js et Tomcat qui va au niveau serveur. Donc, le Next.js, c'est lui avec lequel on peut communiquer pour aller chercher des datas. Euh, et aussi, lorsque il génère du HTML, donc il fonctionne via des WebSockets, vu qu'en arrière, on a du Node.js. Donc, c'est le HTML généré. Parfois, il y a des appels qui se font juste pour récupérer les datas sans ramener le HTML dedans. Et tout ça, c'est avec de JSON. Donc, pour la présentation, donc ça, c'est l'exemple de l'écran de l'application précédente. Et on peut voir ici. Et là, c'est le passage vers notre nouvelle solution. Je vais essayer de voir rapidement. Deux secondes. Ouais, tu vas l'accéder dans le browser. Ouais, je ramène mon browser. J'ai préparé mes pages. Bon, même un petit retour en arrière, ça c'est un exemple, comme je vous ai dit, comment nos requêtes pour les posts, les get de tous les trucs. Ça c'est le pipeline qu'on a vu tout à l'heure avec la possibilité d'avoir votre pipeline editor et dedans on peut définir les différents stages. Donc, le build de base de données, de l'app, le start, le deploy, et c'est toutes des commandes qu'on peut les définir à chaque étape et à quel moment que ça fail et ça fail pas. Et là, ça, c'est le site qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le site développé avec du WebSpeed. On peut voir ça déjà. Avec WebSpeed classique, carré. Et là, on passe à un site web euh, non seulement intéressant, mais nous, si le focus, c'est tout ce que vous voyez ici, même la configuration des menus, elle est faite à travers un back-office. Ça veut dire que toutes les datas que vous voyez proviennent de OpenEdge. Donc, même les composantes, lorsqu'on a une composante publicitaire ici, c'est avec du OpenEdge que ça se fait. Alors, donc si on prend un exemple aussi, si on prend un livre, on a les filtres, on a des pages, les vues, on peut les changer comme on veut. On peut aller avoir des quick views, on peut aussi aller voir un livre. Et même ces pages, on a des carousels. Donc, c'est assez riche comme possibilité, comment on a réussi à développer ça. Et ça, pour nous, c'est une petite fierté, surtout lorsqu'on le compare à d'autres solutions B2B, B2C. Donc, je ne me suis pas connecté en tant qu'utilisateur. Ça, c'est accessible à tout le monde de l'extérieur. Donc, c'est fait 100% avec Progress. Tout le business logic, le front-end est avec du React Next.js. Et je crois que c'est assez pour aujourd'hui. J'espère que Ouais. vous avez apprécié la présentation. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Yes. Je voulais juste dire avant peut-être les questions, mon petit chapeau de vendeur là, pour dire que on offre, nous, des services, parce que je sais qu'il y en a
plusieurs d'entre vous, en fait, il y en a d'entre vous qui ont fait ce passage-là aussi ou qui ont fait une partie de ça. Mais je sais qu'il y en a certainement qui ne l'ont pas fait, qui sont peut-être en réflexion pour ça. On offre ce genre de service-là personnalisé où est-ce qu'on peut vous accompagner, vous aider dans un rôle ou un autre. Je sais il y en a qui sont dans les entreprises directement, qui ont un logiciel Progress, puis ils sont en réflexion pour moderniser ou changer de solution. Donc, il y a vraiment des possibilités. C'est possible de le faire, de le moderniser. On l'a fait plusieurs fois. Puis aussi, il y a des entreprises qui supportent d'autres solutions et tout ça, un peu comme nous, les externes, les consultants, des possibilités de partenariat. On peut vous aider euh, à servir les besoins de vos clients particuliers aussi. On est ouvert à plein de choses, donc faites appel à nous. N'hésitez pas, ça nous ferait un grand plaisir. Donc, oui, c'est ça, les questions. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions pour nous. Bon, quelque chose d'important, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir peur. C'est des étapes qu'il faut les franchir une à la fois. On ne peut pas aller vers le cloud, vers le, si on n'a pas le minimum un guide qui gère notre code source. Il faut passer par des étapes pour en arriver là, mais ça demande beaucoup de rigueur, ça demande du travail d'équipe, c'est pas du travail de solo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Y avait-il des questions? Ah, c'est moi, il faut que je vois ça? Ou... Pas rien sur le chat? OK, parfait. Oui? Sur l'architecture initiale, Attends un peu, je peux peut-être passer le micro. Oui, pour que je l'entende plus proche. Sur l'architecture initiale qui était un Apache avec un WebSpeed, okay, pour la migrer vers une architecture Tomcat assez haut, ça représente quoi comme effort? C'est-tu un mois de travail, 5 mois de travail? Si vous n'avez pas des trucs custom au niveau, comme j'ai expliqué, les maps d'HTML, si vous n'avez pas de maps Ça n'existe d'HTML, pas. Mm-hmm. et si vous n'avez pas modifié vos paramètres, vos configs, vous utilisez les scripts WebDisp par défaut qui vient de chez Progress, déjà un très grand pas qui est franchi. Donc, c'est du HTML qui se génère. Moi, je dirais un mois pour valider le tout. S'il n'y a pas de surprise, est largement suffisant. OK, c'est bon. Si vous avez, par exemple, votre business logic, par exemple, elle génère des fichiers .sh en arrière pour générer des PDF, pour les sortir, il faut considérer les paths, comme les virtual paths qui sont dans Apache, les utiliser. Ça sans considérer la familiarisation avec Passui. Parce que Passui, à la différence de WebSpeed, avec WebSpeed, on configure des brokers et chaque broker a son espace, mais tout est géré par le admin server. On a en haut et le name server. Passui, c'est une instance complète de Tomcat avec tous ses composantes OpenEdge en arrière. Donc, c'est comme un package complet qui est indépendant. Donc, c'est plus un peu se familiariser avec la philosophie Passui, pas de la technologie Progress en tant que telle. C'est la config, comment ça marche, comment ça fonctionne. Il demande des points R, par exemple, pour les utiliser et grâce avec aux outils de notre ami Jules Querette pour compiler. Donc, on a réussi à accélérer ces process même avec des lignes de commande Shell. On peut compiler notre business logic et ça va fonctionner en ce moment. C'est bon, merci. Alors, je peux peut-être me risquer pour une deuxième question. C'est encore gratuit. Oui, c'est ça. La troisième, c'est payante.
Allez-y. Allô? Allô, allô? Le Allô? PCO de ces objets-là? Allô? Je vous ai perdu. Je crois que Ah, t'es trop j'ai loin. pas entendu la Ah, question. OK. OK, je recommence la question. Toujours la Oui, deuxième, par contre, là. Euh, oui. Dans le fond, présentement, l'application WebSpeed, OK, fait appel à des programmes externes, donc des .exe, OK, pour faire Mhm. différentes choses, et génère aussi, fait des appels à des ActiveX pour générer, entre autres, des formulaires, des rapports, des choses comme ça. Est-ce que cette OK. migration-là vers Paseo est assez simple ou ça demande un rethinking? Ah, là, ça veut dire que vous utilisez Windows déjà. Si on parle des ActiveX. Donc, votre WebSpeed, il roule sous Windows, c'est ça? Oui. OK. Et bon, je ne peux pas prononcer pour la partie formulaire et ActiveX. Est-ce que ça change quelque chose ou non? Tout dépend comment votre WebSpeed génère les choses. Si c'est juste pour rediriger vers un URL autre, à ce moment-là, ça pourrait peut-être fonctionner. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre sur le champ sans avoir une idée de mécanisme, comment ça fonctionne. Paul ici, moi j'ai une grande opinion là-dessus parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises. Le PASO est multi-thread, dont si vous essayez d'intégrer des vieux ActiveX ou des vieux OCX ou des vieux DLL qui ne sont pas memory protected, les divers threads vont se stomper et votre Pazur, là, il va exploser en 10 millions de morceaux. Fait que si vous avez des ActiveX, des DLL, n'importe quelle composante, il faut absolument qu'elle supporte le multi-thread, que la mémoire est protégée entre threads. C'est hyper important. Là. Moi, je l'ai vu, là, les Pazur exploser. Ben, c'est tout 64 bits anyways. Ah ouais, absolument, ouais. Il y en a plus de 32 bits là après ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, le monde qui sont sur Crystal, c'est problématique. Il n'y en a pas de DLL vraiment. Ouais. Plusieurs comme ça. Bon, c'est tout. D'autres questions? Questions à distance? Je n'ai pas vu de questions des personnes à distance. Alors, je répète la petite demande de Hugues de tantôt. Si vous n'avez pas encore rempli le formulaire, les petites questions là, pour le futur du GIPQ, s'il vous plaît, le faire. Peut-être, Louis, on va renvoyer le lien pour que le monde le fasse, juste pour voir le futur du GIPQ. Et pour ça, après ça, je vous dis merci d'être venus. Merci à ceux qui sont venus à distance. Merci aux présentateurs. Et on se revoit au printemps. Merci. Au revoir tout le monde. Salut Sofiane, merci. Salut.